Bonjour Charlotte, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Oui, Ah, oui, génial! je te vois et je t'entends. Comme quoi, perso, ça fait Magnifique. toujours. Ouais. Alors, merci Violaine d'être ici pour ce live sur le burn-out. Quand l'ennui au travail rend malade, c'est vrai que le burn-out, on en entend souvent, mais le burn-out, non. Alors d'ailleurs, si je le dis mal, n'hésite pas à me reprendre. Euh, Non, non, tu le dis très bien. Ça vient c'est un anglicisme par rapport au mot enfin voilà, au verbe s'ennuyer, donc to bore, d'accord, c'est super. ça. Mhm. Donc Violaine, avant de commencer ce live, comme toujours, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Alors, petite présentation. Voilà, moi j'ai été assistante parlementaire à l'Assemblée nationale et puis j'étais avocate dans deux cabinets d'avocats et puis j'ai travaillé 12 ans en entreprise à des postes différents et c'est là que j'ai beaucoup observé ce qui se passait dans mon entreprise. Et puis ensuite, je me suis reconvertie. J'ai beaucoup travaillé sur moi et j'accompagne aujourd'hui des personnes en reconversion professionnelle et je les aide à reprendre confiance en eux lorsqu'ils ont vécu quelque chose de compliqué, quand ils se cherchent, et parfois des blessures assez fortes. Voilà. D'accord. Depuis Merci. maintenant 5 ans. Voilà. D'accord, d'accord. Merci, merci Violaine. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble du burn-out. Donc ça reste un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Alors justement, le Mhm. burn-out, Violaine, c'est quoi? Alors effectivement, on en parle peu. C'est un peu la petite sœur du burn-out. Mais il y a des choses qui ressemblent au burn-out et puis il y a d'autres traits qui font que c'est complètement différent. Donc, la ressemblance, c'est que c'est aussi un épuisement moral, émotionnel, physiologique très important qui résulte d'un stress très profond. Donc ça, c'est la même chose. Sauf que c'est pas lié à une surcharge de travail ou à la perception d'une surcharge de travail, mais c'est lié à une sous-charge de travail ou en tout cas un travail qui n'est pas valorisant, qui n'est pas valorisé, dans lequel on s'ennuie terriblement. D'où le côté burn-out. D'accord, donc ça peut être des tâches répétitives finalement et on finit par Exactement. s'ennuyer. C'est des tâches extrêmement répétitives, pas du tout challengeantes, dans lesquelles on ne perçoit pas la valeur ajoutée, dans lesquelles on ne perçoit pas son utilité non plus, dont on n'a pas du tout de reconnaissance. Donc le bore-out, on le rencontre dans des situations assez spécifiques et pour des personnes assez spécifiques aussi. Donc c'est comme pour les personnes qui sont assez fragiles par rapport au burn-out. Ouais, C'est les mêmes personnes qu'on retrouve donc en burn-out, hein. D'ailleurs, on peut faire les deux dans une même vie. C'est des personnes qui ont une relation au travail qui est très forte, qui sont des personnes naturellement engagées, motivées, pour lesquelles produire du travail doit avoir du sens. Il y a une envie de challenge, de se nourrir de ce qu'on fait. Et ces personnes, on en trouve pas mal en fait dans la catégorie des cadres, des personnes qui considèrent qu'elles sont embauchées par rapport à leur niveau de compétence, leur expérience et peut-être aussi leur intelligence. En tout cas, peut-être que leur individualité ou leur manière de voir les choses peut faire avancer une problématique dans une entreprise. Or, là où va se trouver la complexité, et c'est pour ça que c'est pas uniquement la responsabilité des entreprises, mais les entreprises, donc je parle de grosses entreprises et des ouais. grosses entreprises de services, sont de plus en plus contraintes à des processus qu'on appelle la compliance en général. Donc la compliance, c'est vraiment cet ensemble de process, de normes à respecter sur le plan financier, sur le plan budgétaire, éthique, juridique, de tous ordres, et qui fait que beaucoup de cadres, en fait, sont utilisés et passent beaucoup de leur temps, voire la majorité de leur temps, à rendre compte, à, à Oui, compléter des tableaux, voilà, appuyer sur des boutons dans divers logiciels qu'on leur impose, hein, et qu'on recrée au fur et à mesure. c'est vrai. Et voilà, et ça rend du coup le travail spontané, le côté humain, le côté inventif, le côté créatif, très pauvre parfois. Donc, je veux dire, la compliance, elle est là pour de bonnes raisons, hein. Voilà, l'idée, c'est de quand même de garantir un niveau d'éthique, de traçabilité important dans nos entreprises. Donc, c'est pas là. L'objet, c'est pas de venir critiquer ça, mais c'est d'en mesurer vraiment les conséquences extrêmement négatives, Bien sûr. puisque voilà, c'est un travail qui est
absolument pas challengeant, qui ressemble à celui que ferait un robot bien algorithmé en fait. Et pour une partie de la population, enfin les personnes assez motivées qui ont envie qui sont créatives, qui ont envie de faire avancer les choses et qui ont une partie soft skills très importante, à la fin ça peut devenir vraiment très 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 lourd. Et oui, et Voilà. d'ailleurs, très souvent, les personnes créatives ne veulent pas devenir cadres ou autres parce que c'est là où on s'enferme un peu plus, quoi. Voilà, elles ont l'impression d'être dans une espèce de prison processuelle. En fait, hein. Julia Tunes décrit ça très bien dans son ouvrage Socrate au pays des process. Et si ça s'ajoute en plus à une absence de perspective, parce que dans les boîtes, on est dans là je parle par exemple de boîtes que je connais bien, qui sont tout ce qui est banque assurance, qui sont des énormes, ou de conseil, hein, des énormes boîtes, et où finalement les objectifs financiers sont les plus importants. Voilà, ces gens qui se trouvent très vite sans perspective d'évolution, très vite coincés, et qui petit à petit vont intérioriser le fait que peut-être que si elles manquent de reconnaissance, que peut-être si elles sont dans un travail qui est si peu valorisant, que peut-être elles le méritent finalement. Et petit à petit, ça entame leur confiance en elles très lourdement. D'accord. Alors, Violaine, maintenant, tu nous expliquais ce qu'est le bore-out. Est-ce que tu peux nous dire comment on reconnaît le bore-out? Eh bien, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué qu'un burn-out. Et c'est pour ça que j'ai fait vraiment un petit focus sur les types de personnes qui sont concernées par cela et là où on le retrouve. C'est que si on part du constat que ce sont des personnes qui sont engagées, qui sont motivées, ça va être très compliqué pour elles d'accepter cet ennui au travail. Parce qu'en fait, elles vont en concevoir une certaine forme de honte. Donc, elles vont essayer de le cacher, ça. Très souvent, c'est la logique. Pourquoi? Parce que par rapport à des collègues qui sont débordés, c'est quand même un peu indécent. Ensuite, par rapport à notre hiérarchie, c'est un peu compliqué aussi, parce que on vient finalement s'auto-accuser d'être inutile, puisqu'on est là depuis combien de temps, et du coup, on manque de travail depuis un moment. Donc peut-être que ça remet en cause du coup tout un poste. Mais si on remet en cause ce poste, vers quel autre poste on va nous migrer? Dans quel donc c'est compliqué aussi. Et puis si on se plaint du fait qu'on s'ennuie, mais on sait qu'on va pas forcément nous dire ah tu manques de challenge, ben, je vais te donner un bon challenge. On va nous donner encore plus de travail réparatif. Donc la personne qui ressent ça n'a pas forcément intérêt à le faire. En plus, si petit à petit elle a intégré le fait que peut-être elle est pas si utile que ça dans l'entreprise et que finalement elle est dans un placard, mais comme elle n'a pas de plan B, elle sait pas trop quoi faire à côté, ça va pas être simple. Donc, dans un premier temps, en fait, la personne va le cacher. Alors, va le cacher, un petit peu comme une personne en burn-out. Hein. Mais en fait, dans le burn-out, on le cache beaucoup à soi-même. On ne veut pas voir qu'en fait, on n'a pas les forces supplémentaires pour arriver à faire ce qu'on nous demande ou ce qu'on attend de nous. Alors que dans le burn-out, c'est différent. On va le cacher aux autres, mais soi-même, on en perçoit donc vraiment la réalité. C'est pour ça qu'on en éprouve de la honte. Et donc, c'est vraiment opération camouflage jusqu'au craquage. Donc, évidemment, il y aura de temps en temps des petites sautes d'humeur. De temps en temps, il y aura une espèce de lourdeur qu'on ressortira chez la personne, qui va râler, qui va souffler, qui de temps en temps, alors là on est proche du craquage, qui peut devenir un peu cynique. Parce que voilà, il y a un moment, c'est trop douloureux et il y a en plus presque une forme de jalousie qui est difficile à s'avouer en fait. Parce que les autres ont du travail, les autres servent l'entreprise et nous-mêmes, et donc nous-mêmes, enfin la personne donc qui vit ça se sent exclue. Pourquoi moi j'ai pas le droit de travailler, de trouver ça intéressant et de participer avec vous, avec cet effort, dans l'effort de l'entreprise, quoi. Et d'en recevoir, du coup, de la reconnaissance. Oui, il y a cette idée de trouver un sens au travail qu'on fait. Oui. Alors, un peu moins fort que dans le burn-out, on en parlera peut-être une fois, mais vraiment là, c'est un ennui, le fait que on n'a pas, il y a vraiment un décalage entre ce qu'on imaginait devoir faire dans une fiche de poste qu'on a acceptée et la réalité de les choses. C'est-à-dire que vraiment, on n'est pas utilisé on n'est pas bien utilisé dans notre intelligence, dans notre capacité à réfléchir, etc., etc. D'accord. Et Violaine, du coup, que faire en cas d'apparition de symptômes du bore-out? Que faire? Évidemment, ne pas rester seul et en parler. Je ne conseille pas forcément d'en parler à l'entreprise dans un premier temps, que ce soit à sa RH ou au médecin du travail. Je
Parce que ce qui vraiment, quand on n'est pas bien, faut pas arrêter, évidemment, à se faire arrêter par son médecin de famille, son médecin généraliste. Et puis, ce qui va être important, c'est en parler à quelqu'un, donc un accompagnant, quel qu'il soit. Le mieux, évidemment, qu'il comprenne un petit peu ce dont il s'agit, pour vraiment restaurer une confiance en soi et une estime de soi. Parce que ça a été très, très fortement attaqué. Dans le cas du burn-out, c'est la peur de l'échec qui est très, très fort. Et là, je dirais que pour moi, c'est encore plus fort. C'est pas, la personne n'a pas ressenti la peur d'échouer puisqu'elle n'a pas commencé à vraiment travailler, à faire quelque chose d'intéressant. En fait, pour elle, c'est vraiment un sentiment d'inutilité sociale. C'est comme une mort sociale. Pour moi, à la limite, voilà, c'est personnel, mais j'ai eu beaucoup de personnes, j'ai accompagné beaucoup de personnes dans ce cas-là, mais j'ai presque plus peur du suicide, dans le cas extrême, évidemment, Oui, dans sûr. ces cas-là, que dans le cas d'un échec, parce que petit à petit maintenant, heureusement, on est gagné par les pays anglo-saxons qui se considèrent que l'échec peut être une manière de rebondir, que on accepte de plus en plus notre vulnérabilité. Mais dans le sentiment d'inutilité, il y a vraiment, voilà, si tu sers à rien, si t'es vraiment rien, voilà, pourquoi vivre, quoi. C'est vraiment plus fort et beaucoup plus insidieux parce qu'il y a cette histoire de honte. Alors qu'encore une fois, un burn-out, c'est très, très dur. Mais on peut se retrouver dans une situation où, bon, elle s'est super investie dans l'entreprise, elle a donné tout ce qu'elle avait, elle s'est pas écoutée. Oh, elle est vachement corporate. Enfin, au moins, elle y est allée à fond. Là, en fait, on est empêché de faire quelque chose. C'est complètement autre chose. Donc, ça mine de l'intérieur, c'est atroce, quoi. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Donc, moi, vraiment, oui, surtout aller voir quelqu'un pour que cette personne réfléchisse avec vous, fasse un accompagnement sérieux et vous amène à trouver que finalement, c'est peut-être normal de vivre une situation comme ça où on est empêché de travailler. Finalement, c'est peut-être normal de percevoir, de concevoir de la tristesse, de la rage, et puis de voir sa confiance en soi complètement volatilisée, quoi. D'accord. Et finalement, tu as déjà un peu parlé, Violaine, mais quelles sont les conséquences du burn-out sur la personne? Et donc, c'est ça. Vraiment une espèce de mort sociale, le fait qu'on croit plus du tout en nous. Donc, vraiment, le travail va consister à restaurer cette confiance. Et ça prend du temps parce que le burn-out, ça se fait, c'est un sentiment diffus qui dure plusieurs années. Puis le cerveau est très fort pour ça parce qu'il va nous convaincre. Mais non, c'est bon, on y va. Mais tu es quand même bien au chaud. Mais regarde dehors. Bon, voilà. Ce qui se passe, c'est que souvent la personne n'a pas de plan B. Et elle peut pas avoir de plan B puisqu'elle croit pas en elle. Donc elle va se dire, je vais prendre le poste à côté dans une autre entreprise, mais il va se passer la même chose. Les postes seront à peu près identiques et la personne se rend bien compte en regardant les fiches de poste que voilà. Donc elle va rester très longtemps dedans. Quand le travail de restauration sera fait, elle aura très souvent ce questionnement de dire mais comment est-ce que j'ai pu accepter ça? Donc ça c'est dur aussi, c'est-à-dire qu'en fait je me suis laissée maltraiter, je l'ai bien voulu. Donc mais c'est bien, c'est-à-dire que on en est au stade 2 et ça se passe mieux, c'est une forme de rébellion et tant mieux. Et à ce moment-là, pourquoi j'ai accepté ça? Parce que justement, j'ai pas de plan B, j'ai besoin de manger. et donc voilà, je reste parce que j'ai pas d'autre solution. Et puis comme j'ai plus confiance en moi, je sais plus comment me projeter sur le marché du travail. D'accord. Donc troisième possibilité, troisième stade, construire donc une nouvelle vie professionnelle où la personne pourra s'épanouir au travail, comprendre mieux qui elle est, ce dont elle a besoin, donc d'un travail. Enfin, si le process lui pèse autant, trouver un travail qui n'est pas là-dedans, qui lui correspond beaucoup mieux, et ça donne de super résultats. Merci, Violaine. Alors, il y a aussi des questions en ligne déjà, je vais commencer à te les poser parce que j'ai peur de les oublier parce qu'il y en a beaucoup là. Oui. Il y a Sandrine qui nous dit, si l'ennui est général au quotidien, que faire? Faut-il faire une thérapie des activités? Alors, moi, ce que je préconise tout le temps, c'est que si l'ennui, il est généralisé, mais que la personne arrive à quand même aller au travail le matin, si c'est pas encore trop lourd, l'idée est de commencer un travail le plus tôt possible, tout en restant à son travail. Pourquoi? Parce que là, on gagne du temps,
on réfléchit bien et ça permet d'analyser vraiment, de décortiquer ce qui va pas, tout en faisant un travail d'exploration de soi sur qui on est, quelle perspective on a besoin d'avoir, etc., etc. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. En tout cas, si on perçoit un ennui, oui, c'est un problème. Et justement, c'est pour ça que je tenais à cette thématique du burn-out, c'est que c'est aussi légitime que quand on a une surcharge de travail, voire plus, pour les raisons que j'ai expliquées. L'ennui, c'est un travail contre soi. C'est vraiment difficile à gérer quand on est plein d'allant, quand on a fait plein d'efforts pour faire des études, pour s'accomplir, pour décrocher un job. C'est pas normal de s'ennuyer. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc oui, y aller et surtout ne pas culpabiliser. C'est pas vous qui posez problème, c'est que le travail n'est pas adapté. Et aujourd'hui, le travail prend dans certaines conditions, dans certaines entreprises, une forme qui n'avait pas il y a 5 ans, qui n'avait pas il y a 10 ans. Il y a un vrai problème de société. Donc voilà, pas culpabiliser, se dire je m'ennuie. Avant de dire je m'ennuie à son boss, à ses collègues, etc., on garde sur soi, on analyse ce qui se passe, et puis effectivement, se faire accompagner, c'est vraiment, je pense, une bonne solution pour passer ce cap de vie. Et puis après, voilà, c'est un signe, l'ennui. L'émotion nous pousse à bouger parce qu'on ressent ça, et c'est vrai. Donc, culpabilisez pas. D'accord, merci Violaine. Il y a Aurore aussi qui dit ça peut arriver également en dehors d'une entreprise, mais dans les études, en se comparant à d'autres élèves qui suivent la même formation, mais pas au même endroit. Oui. De même que le burn-out, on en parle sur des périodes scolaires. Il y a des étudiants qui sont en burn-out. Le burn-out peut se passer durant les études. Alors après, il y a effectivement une vraie question à se poser là, qui est compliquée. Je veux dire, qui est pas là aussi le cerveau, ne nous aide pas forcément quand il rumine. Est-ce que ça vaut la peine d'atteindre quand même l'objectif ou pas? Là, les études, on le fait justement, dans l'objectif d'avoir son laissez-passer. Bon, si on est sûr que ce laissez-passer, c'est continuer à se sacrifier par ennui, parce qu'on n'est pas dans la bonne branche, c'est peut-être pas la bonne solution. Il y en a beaucoup qui n'osent pas se remettre en cause parce qu'ils ont fait tellement d'efforts pour obtenir leur diplôme, et une fois qu'ils travaillent, ils s'ennuient encore, qu'ils disent non, c'est pas possible, je n'ai pas fait tout ça pour ça. Donc ils souffrent 2 fois. Peut-être pas la peine. Après, c'est vrai que ça remet en cause beaucoup. Donc là aussi, c'est compliqué. Ça nécessite que, pas forcément, moi je dirais, comme le boulot, quoi. On continue à faire les études, à avancer, et puis on prend ce temps où on s'offre quand même une pause, je sais pas, pendant une période de vacances ou juste après les partiels pour se redonner de l'allant, parce que là aussi, il faut se dire quel est mon plan B. Dans ces cas-là, si j'arrêterai mieux. J'arrêterai pas en mode réactionnel, mais j'arrêterai parce que définitivement, c'est pas mon truc. D'accord, ouais. Se poser les bonnes questions finalement. Ouais. Il y a Bonnie aussi qui nous dit au travail, comment sortir de la paralysie? Je me sens paralysée, je ne fais rien de mes journées. Ici, on parle carrément de paralysie, c'est quand même. Ben oui. Alors, ça dépend comment cette paralysie s'opère. Dans les signes annonciateurs, il y a des personnes qui papillonnent partout, parce que comme elles s'ennuient, en fait, c'est des personnes qu'on peut retrouver vite à la machine à café. Et là aussi, il y aura du jugement. C'est compliqué. Alors qu'en fait, la personne est en souffrance. En fait, elle est désœuvrée. Souvent, le jugement est très fort. Là, c'est autre chose. Là, on parle de paralysie. Je pense que déjà, le niveau de stress et d'anxiété est arrivé à un certain niveau. Peut-être que dans la paralysie, je dois comprendre le mot procrastination, c'est-à-dire que le travail est tellement désintéressant que finalement, il vaut même pas la peine qu'on s'y mette. Et finalement, comme il est pas, quand on le sent inutile, finalement, on est paralysé. Donc là, oui, là, il y a un burn-out, faut pas attendre. Et sur la paralysie, moi, j'ai pas envie de vous dire que il y a des méthodes toutes faites comme ça. C'est le signe que c'est déjà un peu tard, quoi. Un petit peu tard, non, pas un peu tard, mais ouais, qu'il faut commencer à prendre ça au sérieux parce que j'imagine que ça doit pas être votre mode de fonctionnement normal. C'est déjà le corps qui dit non.
D'accord. parce que la conscience n'a pas encore formalisé tout ça. Ouais. Pas de culpabilisation, encore une fois, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est important de le C'est très rappeler. complexe. Ouais, c'est très complexe. Mm. Il y a Guylaine aussi qui nous dit, en parler aux ressources humaines peut-il être une solution? C'est stratégique. C'est stratégique encore une fois. C'est-à-dire que si vous avez si vous avez une très bonne relation, et une relation de confiance, et que vous avez confiance dans la confidentialité de ce que vous allez dire, pourquoi pas, si vous entrevoyez le fait que les choses peuvent changer. Moi, j'ai connu des cas dans lesquels, bon, voilà, les RH disaient, on est désolé, on le sait nous-mêmes, et même déjà dans notre service, on sait que c'est compliqué parce que nous aussi, on est soumis à des règles qui sont qui sont pas agréables. Donc, je dirais que c'est vraiment stratégique. Voilà, s'il y a une attente qui peut être satisfaite, c'est par exemple, si on est dans une entreprise type un peu start-up, c'est-à-dire pas trop grosse, ou Oui, ça me semble tout à fait logique. Si on est dans un gros paquebot où on a un numéro, d'après mon expérience, hein, je ne sais pas si c'est vraiment utile. d'accord. Et peut-être il vaut mieux, dans un premier temps, réfléchir sur sa stratégie à soi, ce qu'on veut vraiment, et ensuite revenir vers les RH en disant, bah voilà, en fait, moi, ça correspond pas à ce que je sais donner, à ce que j'ai envie de donner, je me ressens pas utile, donc je le fais pas avec cœur, je le fais pas avec motivation, donc je peux pas être bonne. Ben, c'est pas grave. Donc du coup, ben voilà, on voit comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on négocie ensemble, euh, tout simplement. C'est finalement, c'est jamais une histoire de faute, c'est que s'il y a un décalage, ça fonctionne pas, et c'est pas la peine de souffrir trop longtemps là-dedans. Par contre, partir, c'est toujours la même chose, il faut le plan B. Et c'est pour ça que ça c'est super important et on passe beaucoup de temps là-dessus. Quand on trouve le plan B, généralement, Ça la débloque personne que quelque chose. j'accompagne, ah ouais, ça lâche. Mais oui, forcément. C'est à nouveau, je peux y croire. Tout à coup, il y a un horizon qui est possible. Mm. D'accord. Il y a Linda aussi qui nous dit, est-ce que la personne devient sombre, agressive? Oui, c'est tout à fait une Important. possibilité. Ouais. Ouais, bien sûr. Quand je parlais de saute d'humeur, l'agressivité ou le cynisme, oui, oui, complètement. Complètement, parce que c'est tellement vécu comme une injustice, et c'est une injustice en fait. Enfin, la personne, à la base, elle veut travailler. Elle a, sauf que ce qu'on lui demande de faire, ouais, c'est absurde pour elle. Enfin, c'est pas forcément absurde, mais c'est ennuyant. Voilà. Et en fait, elle est sur la ligne de départ. Elle a envie. Donc cette injustice, elle la ressent extrêmement profondément parce que finalement, il y en a qui ont de la chance de se faire plaisir en bossant, en se donnant du sens, et en plus, ils sont valorisés. Et la personne qui subit un burn-out, elle a ni l'un ni l'autre. Elle plafonne, puis elle se rend compte qu'elle n'a pas de possibilité d'évolution, et elle en a d'autant moins qu'elle peut pas être valorisée. Donc elle montre, enfin, elle intériorise qu'elle montrera jamais, et en plus, elle intériorise le fait que, ben finalement, elle vaut peut-être, comme elle met pas en exercice, comme elle met pas, elle ne travaille pas sur ses domaines de compétences, elle ne grandit pas dans son expertise, et Mais du oui. coup, elle se déclassifie en fait dans le monde du travail. En fait, et c'est pour ça que les personnes n'osent pas bouger et deviennent, oui, la mauvaise humeur, le cynisme et l'agressivité dont Ah oui, c'est un cercle voilà, vicieux. l'internet parlait là. Excusez-moi, j'ai pas retenu le nom, mais c'est tout à fait symptomatique. Oui, tout à fait. C'est Ouais. lié à cette Et injustice. Carole qui nous dit, peut-on considérer le burn-out dans une situation d'inactivité professionnelle de long terme? Oui, oui, tout à fait. Il y a de l'inactivité, alors qu'il y a de l'envie de se rendre utile, et cette envie n'est pas possible, et il n'y a pas de reconnaissance. J'imagine pas que dans une période d'inactivité, il y ait de la reconnaissance et il y ait de l'utilité. Donc oui, on est complètement là-dedans. Alors après, on parle pas de burn-out quand dans les premières périodes de confinement, on a pu prendre du repos, on s'est retrouvé dans. Bon, ça pour beaucoup, ça a fait du bien. Parfois, enfin voilà, on sait à quel point l'ennui, l'oisiveté peut être bon, Bien sûr. mais plutôt dans la vie personnelle en fait. C'est cette soupape dont on a besoin pour être à nouveau créatif, pour se ressourcer, pour prendre soin de soi. Au travail, on attend de nous une certaine forme de performance. C'est Et vrai. nous-mêmes, on a besoin de se sentir performant aussi. Mm. Donc voilà, il Il faut y a, bien mesurer ça. d'accord. Il y a Elodie qui nous dit, donnez-vous des consultations à distance. Oui, alors 95% des personnes que j'accompagne
C'est à distance. Alors, je suis très étonnée d'ailleurs parce que beaucoup de personnes qui sont en ce moment sur La Réunion, enfin dans les dom-toms, c'est rigolo. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça se fait de partout et mon accompagnement est pris éligible au CPF aussi. Donc ça peut D'accord. être parce que ma spécialité est vraiment le domaine professionnel. Voilà, ça peut D'accord, être super. intéressant. Merci de le mentionner, Violaine. Il y a Marion qui dit: Je suis en pleurs. Je me retrouve totalement dans ce que tu dis, du coup, Violaine, dans ce bore-out. Mhm. Donc, n'hésite pas, Marion, à consulter Violaine. N'hésite vraiment pas. Ouais, avec plaisir et vraiment sans engagement, voilà, de manière Tu tout à vois, fait. comme quoi, on parle vraiment pas de bore-out parce que du coup, Marion me dit: Je n'avais pas du tout entendu parler de ce terme avant et là, c'est criant pour moi. Oui, mais malheureusement, et ce qui me révolte, moi, c'est le fait que ce soit honteux. J'aurais tellement envie de dire, mais non, en fait, enfin, oui, je trouve ça vraiment dur que les personnes intériorisent et prennent ces choses-là pour elles, alors qu'en fait, non, c'est pas normal. Il y a un décalage, il faut le dire, et pas en concevoir de la honte, mais l'entreprise est très codée, hein. C'est vrai que c'est une espèce de dégradation, c'est très compliqué. Donc, pas de honte, pas de culpabilisation. Voilà, si on s'ennuie, il y a des manières d'y remédier. Et puis surtout se remettre en selle, se redonner la possibilité de voir à quel point on peut être performant, à quel point on peut apporter des choses, mais juste pas au bon endroit et c'est pas grave. C'est pas Ouais. grave. On va encore faire une ou deux questions. Violaine, il y a beaucoup de questions, mais on va encore faire une ou deux. Il y a Marion, du coup, qui nous dit: Quelle est la différence majeure entre burn-out et bore-out? Tu nous en as déjà un peu parlé. Est-ce que tu peux nous en redire plus? Oui, alors vraiment, peut-être la différence la plus commune et dont on parle le plus, c'est le fait que dans un burn-out, le stress est lié à la perception d'une surcharge de travail, une charge de travail tellement forte que la personne se dit, mais j'y arriverai jamais. À un moment, là, je porte le masque du super-héros, mais à un moment, ça va craquer. On va voir qu'en fait, je bricole, je mets des rustines, je fais à peu près ce qu'il faut pour que ça se voit pas, mais il y a un moment, ils vont voir que tout ça, c'est du fake, j'en peux plus, j'y arrive plus, j'y arrive plus. Donc, c'est pour ça que je parlais il faut affronter l'échec. Et ce masque ben voilà, il se trouve que j'ai un petit qui fait passer une nuit, du coup, je suis moins performante, et du coup, tout le monde qui avant chantait mes louanges, se rend compte que je suis humaine et qu'en fait là je craque, j'en peux plus. Donc c'est cette notion d'échec, de masque, de super-héros qui tombe. Dans le burn-out, c'est complètement différent. Le stress, il vient de l'angoisse d'être déclassé dans la société, donc dans l'entreprise ou dans son travail, d'avoir un sentiment d'inutilité, de non-performance, donc du coup de ne pas mériter la reconnaissance. Voilà. Et du coup, le fait d'être finalement, et c'est encore pire, c'est-à-dire que dans certaines sociétés, il y a une forme de placardisation qui fait que, en fait, on se dit tout le temps, enfin, les personnes que j'accompagne qui sont en burn-out, ils se disent, mais l'entreprise, elle me paye tout ça pour que je fasse ça, mais c'est pas normal. Du coup, en fait, ça les inquiète encore plus parce qu'elles se disent que qu'elles sont inexistantes, en fait, qu'elles valent rien, qu'elles sont peut-être handicapées. Il y a une personne que j'ai accompagnée comme ça qui me disait, mais bon, en D'accord. fait, ils ont pitié de moi, quoi. Et cette pitié, c'est dur. Ah oui, à ce Alors, c'est point-là, pas quoi. toujours comme ça, hein. Là, c'est un cas que je raconte, mais il y a quelque chose qui est pas normal. Et la personne se dit, mais en fait, moi, par exemple, alors, j'ai plus connu un burn-out qu'un bore-out, mais tout ce qui est administratif, c'est assez phobique pour moi. Donc, vraiment, ça me coûte beaucoup d'énergie. Alors même que tout ce qui est créatif, voilà, tous les brainstorming, les nouveaux projets, j'excelle là-dedans. Donc, à un moment, si l'entreprise ne me donnait pas cette place ou ne me donnait pas la capacité d'agir pour que je sois bonne, en fait, hein, que je sois performante, eh bien, je pouvais en concevoir que j'étais vraiment nulle, mais comme quelqu'un qui est en classe et qui a une mauvaise note, en disant, mais en fait, je suis Ouais. vraiment handicapée. Remplir des tableaux, moi, je sais qu'à un moment, je n'arrive pas à le faire sur la bonne case. C'est pas mon truc. Voilà. Pour autant, voilà, je suis un minimum intelligente et voilà, Oui, on a tous et c'est nos ça le atouts risque hyper pervers.